Les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ont démarré ce matin partout au Mali, sauf dans les régions occupées. Plus de 12 000 candidats cette année, parmi lesquels certains venus des régions du Nord. Le ministre en charge de l'Éducation a visité quelques centres d'examen de Bamako. La 36e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO se penche sur la destruction des mausolées à Tombouctou et à Gao. La session se tient à Saint-Pétersbourg en Russie en présence de notre ministre de la Culture qui a obtenu un fonds spécial pour sauvegarder le reste. Nous l'écouterons dans ce journal. La chronique santé du jour est en ophtalmologie pour nous parler d'une inflammation oculaire rare, mais qui conduit à la perte de l'acuité visuelle. Cette maladie s'appelle uvéite. Nous en saurons davantage sur cette maladie en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition en ce lundi 2 juillet. Le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, a reçu en audience ce matin à la primature le directeur du département Afrique des affaires politiques des Nations Unies, Joao Ouand, est venu s'enquérir de la situation que vit notre pays. Il est venu voir également comment affiner l'assistance que les Nations Unies apportent dans la résolution des problèmes actuels du Mali. Il était accompagné du coordinateur résident du système des Nations Unies, Aurélien Agbenonsi, que nous écoutons au micro de Daouda Sidiki Diarra. Du département qui s'occupe de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au département des affaires politiques des Nations Unies à New York, qui vient de prendre ses fonctions, a rencontré le Premier ministre pour s'enquérir de la situation et pour voir comment nous pouvons affiner l'assistance que les Nations Unies apportent dans la résolution de la crise que connaît ce pays. Monsieur Joao Ouand s'occupe au département des affaires politiques parce qu'il y a une dimension politique dans cette crise qui est gérée entre le secrétaire général et les institutions sous-régionales et régionales, parce que telle est la doctrine des Nations Unies. Nous travaillons avec les institutions sous-régionales et régionales, mais il est important quand un collaborateur du secrétaire général, il vient s'enquérir des spécificités, de certaines complexités qu'il a besoin d'obtenir pour pouvoir mieux informer le secrétaire général, puisque notre canal d'information doit être diversifié. Mais la crise, elle a plusieurs dimensions. Il y a la dimension humanitaire et un appel consolidé a été lancé dernièrement et est en cours. Il y a tout le travail qu'on fait dans la transition, l'appui à la transition. Il y a le travail d'appui aux activités dans la partie du Mali qui est encore vitale. Tout ça démontre la complexité d'une situation dans laquelle il faut que les diverses branches qui constituent les Nations Unies viennent parler avec le Premier ministre. Il nous a donné un éclairage très positif de ce qui se passe ici, mais aussi préoccupant. Et je crois que la mission qui est venue de New York va tenir compte de tout cela pour que le secrétaire général soit informé et pour que notre action ici gagne en efficacité et en pertinence. Voilà, à l'instant, le coordinateur résident du système des Nations Unies. Vive condamnation de la communauté internationale suite à la destruction criminelle par les islamistes des mausolées de saints à Tombouctou et à Gao, à la réunion de la 36e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui se tient en ce moment à Saint-Pétersbourg, en Russie. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme est revenu largement sur le dossier et a obtenu de la communauté internationale la création d'un fonds spécial destiné à sauvegarder les autres sites et à restaurer ceux déjà détruits. Madame Diallo Fadima Touré, qui jure que ces crimes odieux ne resteront pas impunis, parle aussi de la saisie par le Mali de la Cour internationale, de la Cour pénale internationale. Au téléphone de Boubacar Touré, elle nous décrit d'abord comment la nouvelle de la destruction des mausolées a été accueillie à la réunion de l'UNESCO. Écoutons-la. C'était la grande désolation. Les gens n'avaient pas de mots pour décrire ce qu'ils entendaient et ce qu'ils voyaient sur le net. Nous pouvons maintenant jouer avec les instruments de l'UNESCO qui incriminent tous ces actes-là qui sont commis par des gens barbares sans nom, et ça peut permettre au gouvernement malien également d'aller au niveau de la Cour pénale internationale pour poursuivre les auteurs et les faire subir les peines qu'ils méritent. Également, c'est un chemin aussi qui permet de mobiliser des fonds pour protéger les autres et en vue, même après destruction, essayer de reconstituer
tués. Qu'attendez-vous concrètement de la communauté internationale? Oui, la communauté internationale a manifesté extraordinairement sa solidarité vis-à-vis du Mali et c'était très émouvant. Ban Ki-moon nous a envoyé un message très très réconfortant. Ça a été lu sur les tribunes. C'est un message qui condamne ce qui s'est passé et qui invite la communauté internationale à aider le Mali à sortir de la crise actuelle. D'autre part, au niveau de l'UNESCO, l'Afrique du Sud a initié un texte qui est passé devant le Conseil de l'UNESCO et les membres du comité en réunion ont demandé à la directrice de l'UNESCO de mettre en place un fonds d'urgence destiné au Mali pour l'aider toujours dans cette situation de crise, à faire face aux destructions. Je signale aussi que du point de vue bilatéral, il y a beaucoup de pays qui se sont manifestés à notre égard et qui ont demandé à ce qu'on se rencontre pour voir comment on peut avoir une coopération bilatérale également. Ils veulent tous également contribuer au niveau du fonds spécial qui va être mis en place. Également, ils ont été unanimes à soutenir les actions entreprises par le Mali également, parce qu'on est rentré dans le processus de saisine de la Cour pénale pour faire appel à la Cour pénale internationale. Il y a lieu de réunir un certain nombre de documentation et le gouvernement est en train de réunir cela et avec une commission qui a été mise en place, je pense que ça ne saurait tarder. Cette demande va rentrer au niveau de la Cour pénale internationale. Voilà à l'instant le ministre de la Culture, Diallo Fadima Touré, actuellement à Saint-Pétersbourg où elle participe à la conférence de l'UNESCO sur le patrimoine mondial. Elle répondait aux questions de Boubacar Touré par téléphone. Et toujours suite à la destruction des mausolées de Tombouctou et de Gao, les leaders spirituels musulmans du Mali disent assister impuissamment et avec beaucoup de tristesse à ces actes inhumains de groupes d'islamistes salafistes dont ils condamnent les actes. Écoutons le porte-parole des leaders spirituels musulmans du Mali, Adama Kane, est au micro de Ibrahima Traoré. Ce qui se passe à Tombouctou, qui on peut citer comme le berceau de la spiritualité au Mali concernant la religion musulmane, indigne tous ces leaders impuissamment qui assistent à la destruction des mausolées érigés sur les tombeaux des pieux qui nous ont précédés dans la piété et qui n'ont fait que défendre la cause sur cette terre-là. Et nous assistons à la destruction de ces mausolées par des personnes prétendument agies au nom de l'islam, que nous ne connaissons pas et qui est vraiment désolant. Ces actes doivent être condamnés par tout bon musulman, toute personne aspirant à la piété. Notre présence aujourd'hui, c'est pour exprimer notre désapprobation de ces actes, notre désolation, notre tristesse à l'opinion malienne, à nos concitoyens, à nos coreligionnaires, à tous ceux qui, même non musulmans, reconnaissent la valeur humaine et à l'opinion internationale. Nous sommes désolés, nous sommes épris de cœur par la tristesse de ces actes qui se passent dans une ville qui fait la fierté internationale et qui est le repère de la religion spirituelle musulmane au Mali. Voilà à l'instant la déclaration des leaders spirituels musulmans du Mali. Autre déclaration, celle du Haut Conseil islamique du Mali. Suite à la profanation de tombes de personnages saints le samedi 30 juin par des groupes armés occupant la ville de Tombouctou, le Haut Conseil islamique du Mali condamne ces actes d'un outrage et prend à témoin la communauté musulmane du Mali. Le Haut Conseil islamique affirme avec force que ces actes, qui révèlent de la pure provocation, ne serviront ni l'islam ni leurs auteurs. Le Conseil islamique demande aux groupes armés de déposer les armes et de privilégier le dialogue et la concertation tels que prônés par l'islam. Le Conseil islamique réaffirme son attachement à une solution malienne pacifique et rapide à cette crise et prie le Seigneur Allah pour le retour de la paix au Mali. Et suite à la destruction des mausolées de Tombouctou et de Gao, l'ADEMA PSJ, le PDS, le SNAS Faso RE, la Ligue islamique des chefs spirituels du soufisme au Mali, le collectif des ressortissants du Nord condamnent fermement cette destruction. Ils expriment leur indignation et demandent la libération urgente des territoires.
Et toujours pour dénoncer cette situation au nord de notre pays, des jeunes se sont retrouvés ce matin pour un sit-in au monument de la paix. C'était pour demander à l'armée nationale d'aller à la reconquête des zones occupées dans le nord du Mali. Ils scandent des mots de soutien aux forces armées de sécurité et rendent en même temps hommage aux populations qui vivent sous occupation. Ces jeunes entendent intensifier leur combat jusqu'à la libération des régions du nord du Mali. Voilà donc les jeunes qui se sont retrouvés ce matin au monument de la paix. Autre sujet du jour, les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ont démarré ce matin dans toutes les régions du Mali, excepté les 3 occupées par des assaillants. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a visité quelques centres d'examen de la capitale. Constat, les épreuves se déroulaient normalement malgré quelques retards. Et parmi les candidats, on note la présence de certains venus des régions du nord du Mali. Reportage de Mohamed Diarra. C'est sous la pluie que le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a visité quelques centres d'examen. Ils sont 12 000 candidats à la conquête du certificat d'aptitude professionnelle CAP. C'est le premier sésame qui ouvre les portes du marché de l'emploi. Un chiffre provisoire de 12 000 puisque les candidats des régions du Nord restés sur place ou hors du pays ne sont pas concernés. Pour cette première journée, hormis quelques cas de retard, les épreuves se déroulent à satisfaction du visiteur du jour. Nous pensons que les épreuves vont se dérouler normalement et qu'au bout du rouleau, nous aurons une très très belle session. Le grand souci qui est un peu incroyable dans notre tradition de travail, c'est le retard qu'on a constaté avec des surveillants. Le jour des examens, c'est le jour J pour les enfants qui ont consacré leur année scolaire et qui s'attendent à cette épreuve-là pour pouvoir continuer leur carrière. Même sentiment pour le président du centre de l'ESICA. Malgré cette situation, on a su prendre toutes les dispositions pour que les épreuves démarrent à l'heure précise. Parmi les candidats, certains ont quitté les régions du nord du Mali. Ils se disent sereins et trouvent les sujets à leur portée. Je m'appelle Abdelkader Ibrahim Bokou. J'étais à Gao. Le sujet est bon, ça va. Il n'y a pas de soucis, ça va. Aux candidats qui sont restés au nord du Mali ou hors du pays, le ministre Admawan les rassure. Nous avions pris les dispositions qui s'imposent à nous, à savoir réparer l'injustice et créer les conditions pour que lorsque nous aurons la paix, lorsque nous aurons recouvré notre territoire, que nous puissions organiser des examens pour tous les candidats et toutes les candidates du Nord qui n'ont malheureusement pas pu participer à ces examens-là. Le bon déroulement des épreuves du CAP devra ouvrir la voie à la bonne organisation des autres examens de fin d'année. Voilà, bonne chance aux candidats. Les examens de fin d'année ont donc commencé dans notre pays. Des examens qui sont souvent entachés de fraude, malheureusement. Une situation préoccupante, non seulement pour les parents, mais également pour les élèves. C'est pourquoi la sensibilisation est nécessaire pour lutter contre la fraude. Écoutons le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali, qui a fait une déclaration sur le sujet. Sidiki Diarra est au micro de Mahamadou Doumbia. Depuis quelques jours, les examens de fin d'année scolaire ont commencé dans notre pays. Certains élèves sont à pied d'œuvre pour les préparer et surtout pour les réussir haut les mains, sans tricherie aucune. Ils passent des nuits blanches à réviser à la maison, sous les lampadaires ou dans les jardins publics. Pendant ce temps, d'autres se soucient peu de ces examens. Ainsi, après avoir chômé des cours durant presque toute l'année, ils ne comptent que sur la fraude pour réussir. Or, la fraude en aucune manière ne saurait être un moyen pour réussir aux examens. La seule solution qui vaille est l'effort soutenu tout au long de l'année. J'en appelle alors à la vigilance des acteurs et partenaires de notre école pour un encadrement rigoureux des examens. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes vifs remerciements au département de l'éducation pour les efforts déployés en faveur des élèves déplacés du Nord et souhaiter bonne chance aux candidats. Vive le Mali!
Vive l'école malienne. Voilà, à l'instant, Mohamed Lamine Diarra, président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Mali, qui faisait donc une déclaration suite aux examens de fin d'année. Et toujours dans le contexte de la tenue des examens, le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a animé cet après-midi une conférence de presse. C'était pour informer les journalistes sur les calendriers des examens et les efforts déployés pour la prise en compte des élèves déplacés venus des régions du nord du Mali. Conférence suivie par Mahamadou Doumbia. Les dates des examens de fin d'année sont déjà connues, mais puisque cette année est une année spéciale au regard de la situation d'occupation de notre pays par des bandits armés, il était du devoir du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales d'informer la presse sur les efforts enclenchés pour la prise en charge des élèves déplacés, les cours de rattrapage, la session spéciale d'octobre 2012 et les dates spécifiques des examens, ainsi que suit. Le CAP, ce 2 juillet 2012, le DF le 4 juillet, le baccalauréat le 10 juillet, le brevet de technicien le 16 juillet et les instituts de formation de maîtres du 18 au 23 juillet 2012. Des dispositions ont été prises pour essayer de répondre à la demande spécifique des populations déplacées. Et là, il faut saluer l'élan de fraternité, de sympathie, d'engagement de l'ensemble de la population malienne, des couches socio-professionnelles, aussi de nos partenaires. À ce jour, il a été recensé 6 895 élèves déplacés, dont 2138 candidats au DF et environ 2074 élèves maîtres recensés et redéployés. Au cours des examens, quelles dispositions ont été prises contre les fraudeurs? L'organisation de la session spéciale, y aura-t-il des faveurs pour faciliter les épreuves au profit des élèves déplacés? Sont autant de questions posées par les journalistes. Nous ne ferons pas de cadeaux et je crois que ce n'est pas dans l'intérêt des enfants et encore moins dans l'intérêt de notre pays que de continuer à permettre à des gens qui n'ont pas le niveau de passer à des examens pour aller à des niveaux supérieurs. Pour la prise en charge des élèves déplacés, en plus des écoles publiques, les privés aussi ont apporté leur soutien sans oublier l'appui des ONG ou autres associations afin que parmi les élèves déplacés, personne ne soit laissé pour compte. Voilà, encore une fois, bonne chance aux candidats et surtout éviter la fraude. Sur un tout autre sujet, c'est parti depuis ce matin pour la campagne de reboisement couplé cette année avec la journée du forestier. Plus de 60 000 plants sont prévus sur une superficie de plus de 100 hectares dans les forêts classées. Le reboisement, une alternative pour la santé des sols et une économie verte, c'est le thème retenu pour l'édition Alpha Mega. Le reboisement est un acte important puisqu'il peut contribuer à relever le défi de la lutte contre la désertification et les changements climatiques. Deux phénomènes qui constituent de nos jours une menace pour plus d'un pays. Et la cérémonie de ce lundi est l'occasion d'apporter quelques éléments de solution. Il s'agit du lancement de la campagne nationale de reboisement couplée cette année avec la journée du forestier. Un forestier, si vous voulez, c'est le gardien de la nature. La journée forestière, si nous, forestiers, nous nous mettons à planter et que les autres nous voient, je pense que c'est un élément de conviction de plus. Ça, on l'a fait pour tenir compte du contexte actuel. Et ceci donc ne nous permet pas d'organiser de façon séparée le lancement de la campagne et de tenir la journée de l'arbre. Et nous avons donc joué à l'économie. Le reboisement, une alternative pour la santé des sols et une économie verte, c'est le thème retenu pour l'édition. Nous savons que la santé des sols, n'est-ce pas, est garantie par les arbres. Le concept d'économie verte est suffisamment ancré dans le développement durable. Ainsi, pour l'année en cours, plusieurs activités seront menées avec beaucoup de chiffres en perspective. La production de 60 822 977 plants, la réalisation de 117 000 hectares de plantation, la confection de 195 000 mètres de cordons pierreux dans les zones dégradées. Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui constituent un pilier de la campagne de reboisement. Ainsi, le département de la jeunesse n'a pas voulu rester en marge de l'événement. Nous voulons l'intensifier et rendre l'activité nationale pour que le maximum de jeunes au Mali puissent être mobilisés pour préserver notre cadre de vie. C'est pourquoi
Des actions majeures de ce genre, à l'image de celles d'aujourd'hui, sont conçues et mises en œuvre. La délégation a ensuite visité quelques parcelles du département reboisées au cours des 3 dernières années et la nouvelle direction nationale des eaux et forêts en chantier. Si quelques points de satisfaction ont été soulevés ça et là, toutefois, des difficultés demeurent parmi lesquelles le problème foncier, la divagation des animaux, toutes choses qui constituent un obstacle à la réussite des activités de reboisement au Mali. Voilà, planter des arbres c'est bien, mais il faut les entretenir et pour cela, le concours de tous est demandé. Sachez que le ministre de la Défense et des Anciens Combattants a effectué une visite de travail de 72 heures à Niamey au Niger. Cette visite a permis au ministre Yamoussa Kamara de faire le point de la situation militaire, de la coopération militaire bilatérale et sur la situation des réfugiés militaires à Niamey. À cela s'ajoute la situation sécuritaire dans les pays et la gestion de la crise. Nos envoyés spéciaux Aliou Touré et Mariam Sagara reviendront sur cette visite du ministre de la Défense dans nos prochaines éditions. Allons au Sénégal où la coalition soutenant le président Macky Sall s'achemine ce lundi vers une large victoire aux législatives. Une victoire qui permettra au chef de l'État du pouvoir mener sa politique, même si les premiers résultats provisoires ne sont attendus que demain mardi. À noter aussi que les Sénégalais ont boudé cette élection. La presse sénégalaise ne laisse planer aucun doute. Macky Sall tient sa majorité à l'Assemblée nationale. Le camp présidentiel remporte une large victoire d'après les chiffres compilés par les médias locaux à Dakar et en province. Au moins 100 sièges sur 150 reviendraient à la coalition Benno Bokk Yakaar, unie pour un même espoir en Wolof. Pour ce politologue, le succès électoral des partisans du président sénégalais n'est pas une surprise. Les Sénégalais ont voulu être cohérents avec eux-mêmes. On lui a donné, on l'a élu président de la République, il a besoin d'une majorité pour gouverner, donnons-lui une majorité. Dans la coalition du président de la République, vous avez les 4 plus grands politiques actuellement. Ce qui fait qu'à la limite, c'est hégémonique, c'est un bloc hégémonique. C'est ça qui explique sa forte majorité. Les législatives sénégalaises se sont déroulées dans le calme dimanche, 3 mois après l'élection de Macky Sall à la présidence de la République. Le scrutin ne semble pas avoir enthousiasmé les Sénégalais. 2 électeurs sur 3 ne seraient pas allés voter. Cette forte abstention suscite des interrogations au sein de la classe politique sénégalaise. Est-ce que le mode d'investiture, le mode de scrutin, ce scrutin mixte, proportionnel et majoritaire est devenu pertinent? Est-ce qu'il est suffisamment mobilisateur? On est tous interpellés sur l'attitude des populations, pourquoi elles ont eu ce comportement-là. 24 listes de partis et coalitions étaient en lice à l'élection devant renouveler l'Assemblée nationale sortante, une assemblée dominée par le PDS, le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade. Les résultats officiels provisoires devraient être proclamés mardi. Hors du continent, le Japon renoue avec l'énergie nucléaire. Malgré Fukushima, la centrale d'Oi dans l'ouest du pays a été réouverte ce dimanche, malgré l'opposition des citoyens japonais. Une réouverture qui marque ainsi le premier redémarrage réel après la catastrophe de Fukushima. L'énergie nucléaire au Japon, c'est reparti. Le gouvernement a donné son feu vert pour le redémarrage dimanche de ce réacteur. C'est le premier à reprendre du service, 1 an après la catastrophe nucléaire de Fukushima. La centrale d'Oi dans le centre du Japon était à l'arrêt depuis décembre pour subir des tests de résistance. Sécurité d'abord. Comme vous le savez tous, c'est notre principal souci. Que chacun ne l'oublie jamais. Peu importe ce qui peut se passer, voilà ce que je voulais vous dire. Dans les rues de Tokyo, la population japonaise, elle, ne se laisse plus convaincre par le mythe de la sécurité. Certains demandent l'arrêt définitif des centrales. Ils décident de les redémarrer alors même qu'il y a encore des problèmes techniques. À la centrale d'Oi aussi, il y a des problèmes. Quand j'entends qu'ils veulent malgré tout la remettre en marche, je peux dire que je suis vraiment choquée par l'attitude du gouvernement et des gens impliqués là-dedans. Malgré les protestations des Japonais traumatisés par les retombées de Fukushima, le Premier ministre Yoshihiko Noda a tranché. Pour des raisons économiques, le Japon ne peut pas se passer du nucléaire selon lui,
Le gouvernement invoque également le risque de pénurie d'électricité cet été. Ceux qui croyaient que les 50 réacteurs du pays resteraient à jamais à l'arrêt se sont trompés. Un deuxième réacteur sera remis en marche à Oï dans quelques jours. Retour à Bamako, les agents de la mairie du district de Bamako sont en conclave. Parmi les points essentiels de la rencontre, on retient l'assainissement de la ville de Bamako. L'insuffisance des ressources financières a amené la mairie à réduire les activités de balayage et de curage. Actuellement, elle compte sur l'implication personnelle de chaque Bamakois pour rendre la ville salubre, surtout en cette période hivernale. Reportage de Salimata Dao. L'hivernage s'est installé et à Bamako, malgré l'existence de nombreux caniveaux, l'eau de pluie ne trouve pas de canal d'évacuation vers le fleuve. Ainsi, elle envahit les routes et stagne un peu partout. C'est cette problématique qui est au cœur des discussions de cette deuxième session ordinaire de la mairie du district. Nous avons souhaité, vu les moyens très limités du district de cette année, de réduire nos programmes de curage et de balayage parce que nous croulons aujourd'hui sous le poids des impayés des groupements d'intérêt économique qui ont travaillé pour nous depuis 2 ans. Donc je souhaiterais que les populations essayent de nous accompagner avec un investissement humain pour curer les canalisations qui passent devant leur maison et surtout inviter nos sœurs qui font les balayages à ne pas encore surcharger les canalisations à moitié remplies. Outre la résolution du problème de l'insalubrité, la mairie a en vue bien d'autres projets pour le semestre qui vient de commencer. L'Association internationale des maires francophones vient de nous créditer de 100 millions pour la reconstruction du centre d'écoute et d'orientation des enfants. Nous sommes en contact avec une entreprise espagnole qui est prête à nous accompagner pour le complément de 355 millions pour que le centre d'écoute et d'orientation des enfants soit un centre digne de ce nom. L'amélioration des recettes du district de Bamako constitue une priorité qui se réalise difficilement. Néanmoins, le budget 2012 a pu être équilibré à plus de 21 milliards de francs CFA contre 8 milliards en 2009. Les événements du 22 mars ont joué beaucoup sur nos recettes parce que ça a entraîné une démobilisation temporaire de nos contribuables, notamment la taxe sur les engins à 2 roues, les équipements marchands. Les partenaires techniques et financiers, avec la situation actuelle du pays, se font rares. Mais à la mairie, on garde le sourire, puisque hormis les partenaires cités par le maire, la Banque mondiale a décidé d'investir 1 milliard de francs CFA dans les travaux d'assainissement en vue de pallier les inondations répétées dans les communes 1 et 4. Voilà, et dans nos mairies, dans leur mission d'assainissement, il y va de notre santé. La communauté musulmane de Ségou se mobilise en faveur des déplacés du nord du Mali. Elle leur a fait hier dimanche un don en nature et en espèces d'une valeur de 9 millions de francs CFA. De Ségou, le compte-rendu de la cérémonie de remise avec Fousseni Samaki. Des colis d'habits, des moustiquaires imprégnés, 8 tonnes de céréales, une enveloppe de 6 millions de francs CFA et des frais de manutention, le tout estimé à 9 millions de francs CFA. C'est le don offert par les populations de la région de Ségou pour amoindrir les souffrances des personnes déplacées du nord du Mali. Cette action de Ségou est répartie entre les personnes déplacées du nord résidant à Ségou, les forces armées et de sécurité et les populations du nord non déplacées. Les gens ont abandonné leur pays, ils ont abandonné leur terre. Il est normal que les musulmans leur manifestent leur élan de solidarité. Les personnes déplacées ont bénéficié d'1 million de francs, de 4 tonnes de céréales d'une valeur de 1 200 000, des colis d'habits divers et de moustiquaires imprégnés. Pour ce qui est des forces armées de sécurité, elles ont bénéficié de la somme d'1 million de francs CFA et de 4 tonnes de céréales. Maintenant, pour les populations demeurées sur place, on a destiné une enveloppe de 4 millions au Bureau exécutif national du Haut Conseil islamique qui se chargera de leur acheminer ça. Cette action est appréciée à sa juste valeur par les responsables de Ségou. À Ségou, ce n'est pas une surprise. Cela fait 2 ou 3 fois que tous les musulmans de la région se retrouvent au niveau de la mosquée pour nous présenter les différentes manifestations de quête de dons et tout ce que les gens ont eu à réunir en faveur de nos frères qui sont dans des problèmes au niveau du nord. Donc c'est pour nous un réel plaisir de remercier tous ceux qui ont à faire des gestes et d'encourager encore la communauté musulmane de Ségou à œuvrer dans ce sens.
Notons que cet effort de solidarité musulmane est l'œuvre des populations de tous les cercles, sans exception de la 4e région. Voilà, merci à la communauté musulmane de Ségou pour ce geste de solidarité. La chronique santé du jour est en ophtalmologie pour nous parler d'une inflammation oculaire rare, mais qui conduit à la perte de l'acuité visuelle. Cette maladie s'appelle uveites et sa prévalence est de 20 à 25 cas pour 1000 personnes. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. En ophtalmologie, l'uvéite désigne une inflammation de tout ou d'une partie de la zone pigmentée de l'œil. Selon la localisation de cette inflammation, on parle d'uvéite antérieure, intermédiaire ou postérieure. L'inflammation qui touche la totalité de l'UV est appelée uvéite diffuse ou panuvéite. Avec un champ vaste de groupes cibles, les causes de cette maladie sont très diverses. Les gens, par exemple, qui ont eu une chirurgie au niveau de l'œil, sont susceptibles de faire de l'uvéite. Quelqu'un qui a eu un décollement ancien de la rétine peut faire une uvéite. Quelqu'un qui a une tumeur dans l'œil peut faire une uvéite, ou un corps étranger dans l'œil. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, un soudeur dont le morceau de fer passe dans l'œil peut faire une uvéite. Quelqu'un qui fait une sinusite maltraité peut faire une uvéite. Quelqu'un qui a des problèmes dentaires peut faire une uvéite. Un œil qui est malade, mal soigné, peut contaminer l'œil contralatéral, qu'on appelle ça ophtalmie sympathique. Mais ça, c'est très rare. Quelqu'un qui a la tuberculose peut faire l'uvéite. Quelqu'un qui a le syphilis peut faire l'uvéite. Quelqu'un qui a toxoplasmose, la brucellose. Donc, il y a tout un ensemble de maladies. Quand on fait, peut amener l'uvéite. Quelqu'un qui fait le diabète est susceptible de faire l'uvéite. Les rhumatismes, la sarcoïdose, la maladie de B7 peuvent aussi être la cause de cette maladie oculaire. L'uvéite est une maladie rare, pourtant 20 à 25 cas pour 100 000 personnes, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit d'une affection bénigne, et les récidives sont très fréquentes. L'uvéite bien traitée, c'est-à-dire que guérit favorablement sans séquelles. Mais les récidives sont très fréquentes. Maintenant, les complications mal traitées, pas à temps, nous pouvons aboutir à beaucoup de complications, comme déjà une cataracte, un décollement de la rétine, un glaucome hypertonique néovasculaire au niveau de l'œil. Donc ça, ce sont les complications. On peut avoir une atrophie du nerf optique. On peut amener même à une phtise au niveau de l'œil. C'est-à-dire que l'œil va carrément fondre totalement. Donc c'est la perte totale de l'œil. 30 à 51% des cas d'uvéite n'ont pas de cause connue. C'est un ensemble de malaises qui pousse le malade à consulter le spécialiste. Le plus souvent, c'est quelqu'un qui a un œil rouge, donc avec tout autour du blanc de l'œil qui est très rouge, avec une douleur, avec un blépharospasme et puis des larmoiements, et puis souvent accompagné d'une baisse de l'acuité visuelle. Les spécialistes estiment que l'uvéite est une maladie complexe. Des problèmes dentaires ou urinaires peuvent affecter l'œil. Pour diagnostiquer et traiter cette affection, il faut une complicité entre l'ophtalmologie, l'ORL et l'odontostomatologie. Voilà, prenons soin de nos yeux. Après la santé, place au sport, les deux vont de pair. Nous sommes dans le football, compétition africaine. Deux clubs en match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Le Djoliba AC a battu cet après-midi le club africain de Tunis par 2-0. C'était au stade Modibo Keïta, compte rendu du match avec Abdul Karim Kaba. Le Djoliba AC, premier du championnat national de Ligue 1 après 23 journées disputées, a montré de belles combinaisons.
de mouvement d'ensemble et d'envie de porter le ballon vers l'avant dans cette rencontre de tour de cadrage de la Coupe de la Confédération face au club africain de Tunis. Cette entame des Rouges se concrétise par 2 buts en première période. D'abord, à la 5e minute, sur un débordement à droite de Maman Sissé, Idrissa Namalaïko Traoré reprend le ballon repoussé par les gardiens tunisiens. Après ce but matinal, le club africain prend les commandes du jeu et obtient successivement des corners. 38e minute, Ali Rango, meilleur gardien du championnat malien, pour le moment après 10 matchs sans défaite, à son actif, sort de sa cage pour sauver l'équipe de Hermakono. La tête de Javier Abouta oblige Atef Dikli à la 41e minute de jeu à sortir le grand jeu. À 2 minutes de la mi-temps, une main du capitaine du club tunisien, Bilal Elifa, permet à Djoliba d'obtenir un penalty. 2 buts à 0 pour le Djoliba C, résultat au terme des 45 premières minutes. En seconde période, presque le même scénario. Et cette fois-ci, les clubistes ont travaillé pour limiter les dégâts. N'eût été le manque de concentration, le score aurait pu être plus grave que 2 buts à 0, moisson finale pour le Djoliba C. C'était un match difficile de Coupe d'Afrique. Les gens étaient un peu critiqués en début de match, mais quand même nous avons eu la chance de scorer très vite, ça nous a donné la confiance. Ensuite, il y a eu un deuxième but qui a quand même nous a conforté dans notre option de jeu. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Les jeunes ont quand même pu garder le ballon. On a eu la maîtrise du ballon, mais on a eu quelques occasions qu'on n'a pas pu quand même concrétiser. Mais je pense qu'en marquant 2 buts en Coupe d'Afrique sans encaisser, c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui. Tout est possible. Maintenant, il faudra trouver une autre mentalité, un autre état d'esprit et savoir que la Coupe d'Afrique, c'est pas la cour de récréation. Avec ce score de 2 buts à 0, le Djoliba C a pris une sérieuse option sur la qualification pour la phase des poules de la Coupe de la Confédération. Le retour est prévu dans 2 semaines en Tunisie. Bravo au Djoliba C et bonne chance pour la suite. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Tout à l'heure, Aïssata Ibrahim Maïga vous donne rendez-vous pour le journal des formations. Je vous retrouve demain à la même heure, mais avant à 10h et à 13h, vous serez avec Nyanya Aliou Traoré. Merci à tous et restons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Merci de ne pas les oublier. Ils ont besoin de nous. Merci.